Moi, je vais tester, j'ai jamais fait. Ok, top. Bon, bonjour à tous. On va attendre que tout le monde rentre. Bon, je vais essayer de faire au mieux comme un ministre. C'est difficile de passer derrière une ministre. Super, merci. Merci beaucoup, monsieur. La conférence, elle va durer 45 minutes. Donc 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Ok, ça vous va? Bon, je pense qu'on va démarrer. Bonjour à tous. Donc, on va démarrer la conférence « Comment choisir le statut juridique de son entreprise, micro-entreprise, SAS ou SARL ». Je vais commencer par me présenter. Alors, Zakaria Tadlaoui, je suis expert comptable et commissaire aux comptes, dirigeant du cabinet Oui Expert. Donc, j'ai créé quelques cabinets d'expertise comptable nouvelle génération qui sont spécialisés dans l'accompagnement de TPE. Et moi, ma mission, c'est vraiment aider les entrepreneurs à piloter au mieux leur entreprise et les aider à développer leur business. C'est ça la mission qu'on s'est fixée chez Oui Expert. Alors, en introduction, déjà, je voulais savoir, j'aime bien connaître mon public. Alors, qui est en train de créer son entreprise? Levez la main. Bon, comme elle a dit Madame la ministre, on est sur 37% de la population, mais là, je pense qu'on est sur 80%. C'est plutôt bien. Donc, c'est excitant. Donc, de créer son entreprise, c'est plutôt pas mal. Et qui a déjà son entreprise, qui veut la faire développer? OK. Et qui vient la première fois au salon SME? Ah, tout le monde pratiquement. Donc, quand on souhaite créer son entreprise, il faut se poser deux questions fondamentales. La première question, c'est voir si notre projet, il est viable. Est-ce que notre modèle économique, il est rentable? C'est pour ça qu'on doit déjà, dans un premier temps, avant de se poser la question sur le choix du statut juridique, il faut se poser la question si notre projet, il va aboutir. Donc, il faut faire un business plan, généralement sur 3 ans. C'est là où on va voir si on a tous les indicateurs ouverts pour se lancer. C'est comme si on voulait conduire une voiture, on a en plein brouillard. Est-ce qu'on va accélérer quand on a du brouillard? Non, on va ralentir. Donc quand il fait beau, on a tendance à accélérer, et donc bien évidemment avec limitation de vitesse. Et donc c'est comme ça pour créer une entreprise. On voit si on a tous les indicateurs ouverts pour pouvoir se lancer. Donc ça, c'est la première question à se poser. Deuxième question, bien évidemment, sur le statut juridique qu'il faut envisager. Est-ce que je crée en micro-entreprise? Est-ce que je crée en SARL? Quand on est tous en URL, est-ce que je crée en SAS? Parfois, il peut y avoir des répercussions au niveau du fonctionnement de l'entreprise. Quand on choisit un mauvais choix de statut juridique. Je vois même des créateurs qui font comme les copains. Ils prennent des modèles sur Internet. Ils disent, voilà, un pote à moi, il a créé une SASU. Je vais faire pareil. Il faut regarder sa situation personnelle avant de choisir la forme juridique adaptée à ma situation. Je prends un exemple. Deux restaurateurs, ils sont venus au bureau, au cabinet. Donc voilà, monsieur Tadlaoui, on veut que vous gérez notre comptabilité. On a déjà créé la société. Ils ont créé une SARL. Ils veulent qu'on leur fait les fiches de paye. On a dit, c'est pas possible parce que vous êtes en SARL, vous êtes les deux gérants. Donc, c'est pas possible. Donc, ils voulaient absolument avoir des fiches de paye parce qu'ils avaient demandé des financements à titre personnel pour acheter leur maison. Donc, c'était impossible. Donc, il fallait tout refaire, tout rechanger et ça leur coûtait beaucoup d'argent, du temps et de l'argent. Ce qui est dommage. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper cette question-là. Donc, voilà le programme de la conférence.
Donc on va rappeler les critères de choix de la forme juridique, les différentes catégories de statuts juridiques, les caractéristiques des statuts juridiques les plus fréquentes, et voilà quelques notions en gestion d'entreprise. Et on va terminer avec des conseils d'experts comptables qui constituera aussi une synthèse. Donc on a dit 30 minutes pour la conférence et 15 minutes de questions-réponses. Alors, au niveau des critères de choix, donc les principaux critères de choix qu'on a au niveau de l'activité exercée. Donc, il faudra se poser la question au niveau de mon activité. Est-ce que je fais de l'achat-vente, de la prestation de services, je suis en libéral, je suis en agricole, ou par exemple, on a une activité qui est sous contrainte administrative. Par exemple, un débit de tabac. Donc, c'est très spécifique. Au niveau de la responsabilité, est-ce que j'ai un patrimoine à protéger? Est-ce que j'ai un engagement au niveau des nombres de porteurs de projet? Est-ce que j'ai la volonté de s'associer avec quelqu'un? Donc ça, c'est important dans les critères de choix. Au niveau de l'engagement financier, est-ce que j'ai un investissement à faire dans mon entreprise? Est-ce que je dois acheter une machine ou je dois faire un investissement important? Donc ça, c'est important dans les critères de choix. Au niveau de constitution et fonctionnement, voilà, est-ce que voilà, je veux créer rapidement? Est-ce que voilà, je peux attendre un petit peu parce qu'au niveau de quand j'en crée une société, ça demande plus de formalités. Alors, au niveau du régime social, est-ce que effectivement ça c'est important? Est-ce que je veux avoir une fiche de paye? Est-ce que je veux avoir un statut de TNS, de travailleur non salarié? Est-ce que je vais être plus protégé au niveau de la sécurité sociale ou non? Donc ça, c'est au niveau du régime fiscal aussi. Est-ce que je vais avoir une imposition en transparence fiscale? Ça, c'est un peu technique, mais c'est juste pour dire que est-ce que la société va être imposée elle-même ou ce qu'elle va gagner la société, c'est là où je vais être imposé. Une confusion du patrimoine. Et enfin, en termes de développement transmission, est-ce que j'ai la volonté de créer un fonds de commerce que je vais vendre par la suite? Donc ça, c'est important aussi de se poser ces questions-là. Au niveau des différentes catégories de statuts juridiques, il y a deux grandes catégories de statuts. On a l'entreprise individuelle, là on voit la micro-entreprise aussi, et on a la société. C'est là où on va voir tout ce qui est URL, SASU, SAS, SA ou SASU. Et pour vous aider à se situer entre les deux, il faut se poser 4 questions. Les 4 questions, c'est est-ce que j'ai une volonté de s'associer? Est-ce que mon activité elle est risquée? Ou elle demande des éléments réglementaires bien spécifiques? Est-ce que j'ai un patrimoine à protéger? Et enfin, est-ce que j'ai un investissement à faire? Sur les 4 questions, si je vous répondais oui, ça veut dire que vous êtes orienté plus société qu'entreprise individuelle. Donc c'est important de se poser ces 4 questions-là. Donc maintenant, on va un peu comparer les deux différents statuts, les deux catégories. Donc en entreprise individuelle, donc en entreprise ne forme qu'une seule entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une confusion de patrimoine entre les deux. Donc on ne va pas distinguer la personne morale et la personne physique. On va parler d'une seule personne. En termes de responsabilité du dirigeant, elle est illimitée. Ce n'est pas comme dans les sociétés, on a une responsabilité limitée aux apports. L'entreprise individuelle, elle est simple dans la constitution. Et enfin, l'entreprise individuelle, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la transparence fiscale, c'est pour ça qu'on dit les bénéfices sont en principe imposés à l'IR, ça veut dire qu'ils sont imposés sur mon imposition personnelle, en impôt sur le revenu, sur la tranche d'impôt que j'ai. Et en société, c'est un peu différent. Donc l'entreprise et son dirigeant sont distincts. Ça veut dire qu'il y a une personne physique et une personne morale. Donc quand on va parler de la SARL Optimium, donc on ne va pas parler de monsieur Dupont, qui est le dirigeant, parce qu'on va parler de la société. L'entreprise dispose de son propre patrimoine, parce qu'ils sont distincts entre la personne physique et la personne morale. Les formalités sont importantes. Bon, au niveau de la création, et il faut faire des statuts, rédiger bien les statuts et faire les formalités au niveau du greffe du tribunal de commerce. Et aussi, si on veut changer une chose sur la carte d'identité de l'entreprise, qui est le CABIS,
Et si on doit changer un siège social, changer le nom, il y a des formalités à faire. C'est pour ça que le formalisme est un peu plus important. Et enfin, au niveau des bénéfices dans l'entreprise, sont normalement imposés à l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire que la société, elle va payer elle-même ses impôts. Et le dirigeant, il va être imposé sur son salaire qu'il va prendre dans l'entreprise ou sur les dividendes qu'il va récupérer de l'entreprise. Alors, au niveau de la classification, on pourrait voir que l'entreprise individuelle, forcément, on est tout seul. Donc, c'est une structure unipersonnelle. Donc, il n'y aura pas de pluripersonnel. Quand on est tout seul, ça fait forcément l'entreprise individuelle, ça peut être la micro-entreprise. Et en société, quand on est tout seul, on appelle l'URL, la SASU, ou si on est en pluripersonnel, on est sur la SARL, SA ou la SAS. Il y a une nouveauté à partir de ce qu'elle a dit, Madame la Ministre, à partir du 15 mai 2022. Je pense qu'elle n'a pas parlé de l'URL, mais ça fait partie de la même loi qui a défini quelques règles au niveau de la micro-entreprise. Il y a eu suppression de l'URL, qui c'était une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc ça a été supprimé depuis cette date-là. Donc au niveau des caractéristiques des statuts juridiques les plus fréquents, donc on va parler les 4 catégories par la suite. On va parler des avantages et des inconvénients de chaque... il y a un petit... Voilà, au niveau de l'entreprise individuelle. Donc on va parler des avantages et des inconvénients de chaque statut. Donc là, l'entreprise individuelle, qui n'est pas la micro-entreprise, c'est un peu différent. La micro-entreprise, c'est un régime de l'entreprise individuelle. Mais là, on va parler de l'entreprise individuelle au niveau général. Donc le statut juridique est plus simple et le moins coûteux au niveau des avantages. Et l'inconvénient, c'est que la responsabilité de l'entrepreneur en termes de confusion de patrimoine. Okay. Au niveau de la on va continuer sur l'entreprise individuelle. Au niveau du régime fiscal, donc il n'y a aucune imposition pour l'entreprise elle-même. C'est l'entrepreneur individuel qui est imposé à l'impôt sur le revenu. Ça veut dire ce qu'elle génère comme bénéfice l'entreprise, ça sera imposé au niveau du dirigeant. Ce n'est pas au niveau de l'entreprise. Donc il y a une confusion de les deux. Au niveau du régime social, on est sur le statut TNS, qui est le travailleur non salarié. Donc ce qu'on va générer comme bénéfice, on va payer les cotisations sociales dessus. Donc on paye les deux, l'impôt sur le revenu et aussi les cotisations sociales, pour être couvert au niveau de l'assurance maladie et la retraite. Donc on va passer à la micro-entreprise, c'est un statut qui intéresse le plus de monde. Donc on va parler des avantages et des inconvénients. Donc la micro-entreprise, c'est parfait pour se lancer. C'est le statut qui est fait par le gouvernement pour se lancer, pour essayer une activité. Donc c'est pour ça, c'est un avantage. Par exemple, je veux tester, je veux faire une société, une activité de communication. Donc je veux essayer cette activité avant de créer une société. Donc j'opte pour la micro-entreprise. Ça nous permet de tester cette activité-là. Donc c'est un moyen qui nous permet de le faire. Dispense des obligations comptables, ça veut dire qu'on ne fait aucune obligation comptable au niveau de la micro-entreprise. Vous n'avez pas besoin d'expert comptable. Donc vous faites une économie par rapport à ça. Et enfin, au niveau du patrimoine protégé, ça c'est une nouveauté de l'année 2022, c'est comme elle a dit Madame la Ministre, c'est que le micro-entrepreneur, il est protégé au niveau de son patrimoine, il est insaisissable. Donc sauf s'il met sa maison en garantie auprès du notaire. Au niveau des inconvénients, par contre, c'est qu'on a l'impossibilité de déduire les frais de l'entreprise. Imaginons que vous faites de l'achat-vente de matériel, c'est dommage, vous allez être imposé sur les ventes que vous faites et pas sur le bénéfice entre l'achat et la vente. Donc généralement, on veut être imposé sur le bénéfice. Parce que j'achète, je voudrais qu'il soit déduit de mes ventes. Donc ça, c'est un inconvénient au niveau de la micro-entreprise. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de micro-entreprises, surtout dans la prestation de services. On voit moins dans le négoce, dans tout ce qui est achat-revente. Et enfin, au niveau il y a les inconvénients au niveau des seuils, au niveau du chiffre d'affaires, mais aussi au niveau de la TVA, parce qu'on va le voir par la suite dans la slide suivante, c'est qu'il y a des seuils au niveau du chiffre d'affaires et des seuils au niveau de la déclaration TVA. Dès qu'on dépasse des seuils, on ne peut plus être micro-entreprise, et même quand on dépasse quelques seuils, on doit déclarer la TVA, ça veut dire on doit revendre
quand on fait nos factures, on mentionne la TVA. Donc, on doit la collecter, après reverser à l'État. Je regarde le timing. On est bon. Donc, ce que je disais au niveau de la micro-entreprise, le régime fiscal, il est subordonné à des respects de seuil de chiffre d'affaires. Donc, au niveau de l'achat-revente de marchandises, on est sur 176 200. Et au niveau de la prestation de services aux professions libérales, on est sur un chiffre d'affaires qui est moins de 72 600. Donc, c'est les mêmes seuils qu'en 2021. Donc, ça n'a pas changé depuis l'année dernière. Au niveau de la TVA, il faudra faire attention. Souvent, les auto-entrepreneurs, ils font la confusion entre les deux. Voilà, moi, je ne dépasse pas les seuils en termes de chiffre d'affaires, donc je suis bon. Je ne dois faire aucune déclaration. Je suis dispensé de toutes les obligations comptables. Mais attention, quand on dépasse ces seuils-là de chiffre d'affaires, on doit déclarer la TVA. Donc, au niveau des ventes, achat-vente, on est sur 85 800. Et au niveau des prestations de services, on est dans 34 400. Vous voyez, le seuil, il est très bas. Hein. On peut arriver rapidement à ce seuil de chiffre d'affaires. Donc, c'est important de se les mettre en tête. Donc, dès qu'on dépasse, on doit créer son compte impôt.gouv. On doit faire ses déclarations de TVA. Donc, ça relève un peu de déclaratif. Au niveau du bénéfice, bon, le législateur, il a réfléchi au niveau pour que ça soit équitable pour les micro-entrepreneurs. C'est qu'il y a des abattements. Comme on déclare, on est imposé sur le chiffre d'affaires qu'on fait, ce qu'on encaisse. Donc le législateur, il veut un peu d'équité. Donc on fait un abattement automatique au niveau de nos impôts. Ça veut dire qu'on est de la rachat-revente. On fait un abattement de 60, par exemple 70% pour l'activité d'achat-de-vente avant que notre bénéfice soit imposé. D'accord ? Donc par exemple, si on vend 100, on sera imposé uniquement sur 30. Donc ce n'est pas négligeable. Et au niveau de la prestation de service, on est sur 50%. Et au niveau des BNC, des bénéfices non commerciaux, on est sur 34%. D'accord ? Et au niveau du régime social, donc on est sur le micro-social. Et les taux de cotisation sociale ne sont pas très importants. Donc au niveau de la prestation de service, on est sur 22. Et au niveau de l'achat-revente, on est sur 12,8. Voilà au niveau de l'imposition, au niveau de la micro-entreprise. Je vais aller un petit peu vite. Voilà. On va parler maintenant de la SARL-EURL. Donc là, on va basculer sur l'autre côté, qui est au niveau des sociétés. Tout à l'heure, on a parlé de l'entreprise individuelle et de la micro-entreprise. Maintenant, on va passer de l'autre côté, au niveau de la société. Donc, on va commencer par la SARL. Donc, la SARL, au niveau des avantages, on est sur la responsabilité limitée aux apports. Donc là, c'est au niveau de capital qu'on a mis au départ. Donc, la responsabilité, elle est limitée. Au niveau de la simplicité de fonctionnement, au niveau des cotisations sociales, c'est que on va payer uniquement les cotisations sociales sur ce qu'on va déclarer comme salaire. Et au niveau toujours sur les cotisations sociales du dirigeant, c'est un avantage. Pourquoi ? Parce que c'est moins coûteux qu'au niveau de la SAS qu'on va voir par la suite. On est sur les environs de 40 à 45% de cotisations sociales sur le salaire que le dirigeant va se verser dans son entreprise. Ouais, je vois des têtes qui disent quand même 45%, mais c'est moins coûteux qu'en une SAS. Quand on fait une fiche de paye, ça nous coûte pratiquement le double. Donc c'est pour ça, ça reste un avantage. Et au niveau des inconvénients, donc on a des frais de constitution et de formalité, ce qui est normal dans une société parce qu'on doit rédiger des statuts, on doit faire la formalité au niveau du greffe du tribunal de commerce. Au niveau des inconvénients, on a l'imposition au niveau des dividendes. Je m'explique. Normalement, par exemple, par rapport à une SAS, quand on se distribue des dividendes, c'est quoi les dividendes ? C'est une fois qu'on a calculé le bénéfice de l'entreprise de l'année, ça veut dire on a vendu, on a comptabilisé notre chiffre d'affaires, on a les charges, et en la fin d'année, ce qui va rester le bénéfice. Et les associés, ils ont le droit de distribuer ce résultat-là, qu'on appelle les dividendes. On a SARL, dès qu'on dépasse 10% du capital
quand les dividendes dépassent 10% du capital qu'on a mis au départ, on doit payer des cotisations sociales dessus. Donc, ce n'est pas intéressant du tout de se verser des dividendes en SARL. SARL, URL. Quand je parle URL, qu'on est tout seul. C'est entreprise unipersonnelle, responsabilité limitée. Par rapport à une SAS, par contre, on n'est pas imposé à la cotisation sociale sur les dividendes. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie chez nous, quand on parle avec nos clients, quand vous êtes en SAS, c'est mieux de se verser des dividendes que quand on est en SARL. Donc, ce n'est pas recommandé du tout. On passe au régime fiscal du dirigeant. On appelle au niveau SARL, on parle de gérant. Donc, on ne parle pas de président par rapport à la SAS. Donc, l'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, ça veut dire qu'on a une rémunération sur l'entreprise. Certes, on n'a pas de fiche de paye, mais on a une rémunération. Ça veut dire que le dirigeant, il peut se verser du salaire de son entreprise, mais il n'a pas de fiche de paye proprement dit. Ça veut dire qu'on parle de travailleurs non salariés. Et ce salaire-là, il est imposé à l'impôt sur le revenu. Au niveau... Voilà, au régime social du dirigeant, on parle de TNS et donc on est sur ce qu'on appelle il y a longtemps le RSI, régime social des indépendants. Maintenant, ça s'appelle le SSI, sécurité sociale des indépendants. On est rattaché à l'URSSAF désormais, mais c'est le même fonctionnement. Et au niveau il y a des impositions de cotisations sociales sur les dividendes, c'est ce que j'ai expliqué à l'instant. Quand ça dépasse 10% du capital social qu'on a mis au départ. Et au niveau de la société, comme la société elle va être imposée toute seule sur le bénéfice qu'elle va générer, avant même de distribuer dividendes ou autre, la société elle doit payer ses propres impôts. Donc on peut aller de 15% à 25%, 15% jusqu'à une tranche de 38 120 € de résultats. Je suis désolé, je parle beaucoup de chiffres. J'espère que vous ne vous endormez pas. Donc 25% quand on dépasse les 38 120. Donc on va passer sur la SAS, la SASU. Donc là, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Là, on parle de souplesse contractuelle, c'est-à-dire qu'au niveau des statuts, on a la liberté, elle est accordée aux associés de déterminer les règles de fonctionnement de l'entreprise et même de transmission des actions, ça veut dire au niveau de la cession des actions. Donc on a une liberté statutaire. Quand on dit liberté, il ne faut pas alourdir les statuts avec des clauses qui vont alourdir le fonctionnement de l'entreprise. Même si on a cette liberté, il faut faire attention à la rédaction. Donc c'est un avantage, mais faites attention, ne prenez pas des modèles sur Internet, s'il vous plaît. Donc au niveau de la responsabilité des associés, elle est limitée aux apports, comme on est en SARL. La structure, elle est évolutive, facilitant le partenariat. Donc elle est recommandée par exemple, quand on fait des levées de fonds pour les startups. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la cession des actions, elle est moins taxée qu'en SARL. On est sur 0,1%, alors qu'en SARL, on est sur 3%. Donc, c'est vraiment dit, l'imposition, elle est différente. C'est pour ça qu'on privilégie ce statut-là quand on fait des levées de fonds, si on va vendre notre entreprise ou vraiment faire rentrer quelqu'un dans le capital. Et donc, une structure qui donne la crédibilité vis-à-vis des partenaires aussi. Donc au niveau des inconvénients, comme la SARL, il y a des formalités à faire lors de la création de l'entreprise, comme aussi pour la modification. Donc c'est pour ça qu'on passe ça dans les inconvénients. Et au niveau des obligations, au niveau des statuts, comme on a la liberté statutaire, on doit être très vigilant au niveau de la rédaction des statuts. Donc au niveau du régime fiscal du dirigeant, là on va parler de président. Comme tout à l'heure, on parlait de gérant. Donc là, c'est un peu différent parce qu'on est imposé à l'impôt sur le revenu, mais on est dans la catégorie de assimilé salarié. Ça veut dire qu'on est comme un salarié de l'entreprise, on a une fiche de paye, on cotise à toutes les caisses comme les salariés qu'on a chez nous. Voilà, comme mes salariés, je suis imposé, sauf que voilà, je ne cotise pas au chômage, par exemple. Donc au niveau de l'imposition, elle est élevée. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à la SARL. Là, la SARL est plus avantageuse au niveau des cotisations sociales. Mais ça dépend de l'objectif de chacun. C'est par exemple, moi, j'ai besoin d'une fiche de paye j'ai besoin de prendre un appartement en location. Je dois présenter des fiches de paye. Les banques, ils sont plus réticentes qu'on n'a pas des fiches de paye. Donc c'est pour ça,
des personnes, ils veulent avoir des fiches de paie dans leur propre entreprise, donc ils privilégient la SAS. On est président, donc on est assimilé salarié. D'accord? Et au niveau de l'imposition, elle est pareille comme en SARL, c'est exactement pareil, donc on est sur 15% jusqu'à 38 120 et le reste, on est sur 25%. D'accord? Les taux, le 25%, on était à 33 à un tiers il y a 2 ans. Donc ça commence à baisser. Après, on est passé à 28, 26, 50. Maintenant, c'est à 25 sur 2022. OK? Donc là, on va passer à la partie gestion d'entreprise. Donc, peu importe qu'on ait choisi la micro-entreprise au niveau de la SAS, SARL. Donc, il faut toujours garder à l'esprit qu'on a une tenue comptable à réaliser, sauf la micro-entreprise, bien évidemment. On n'a pas d'obligation. Mais pour les autres statuts, on doit tenir une comptabilité. On doit établir des comptes annuels. On est dans l'obligation de faire une liasse fiscale, etc. Au niveau des sauvegardes de vos pièces comptables, si vous avez un expert comptable, nous, par exemple dans le cabinet, on donne une application mobile à nos dirigeants. Ça leur permet de screener les factures qu'ils reçoivent. Bon, ils sont en déplacement, par exemple, vous êtes venu au salon SME, vous avez pris votre déjeuner, vous avez votre facture, vous la prenez en photo et vous la rangez. Ça fluidifie la transmission. Pourquoi je dis sauvegarder quand même vos pièces en physique? Parce qu'on a dans le cabinet, on a encore des contrôleurs fiscaux qui viennent au bureau pour contrôler des entreprises. Ils demandent quand même toujours le papier. Donc c'est pour ça qu'on dit à nos dirigeants, gardez quand même vos papiers, même si on a la trace au niveau cloud. C'est dommage d'ailleurs, hein, mais pour l'instant, il n'y a pas encore une loi qui a supprimé cela. Donc il faut garder, en fait, un classement classique. Hein, chez vous, avec un classeur par mois, par année, hein, c'est simple. Et au niveau de la suivi de trésorerie, c'est très important. Donc, s'il vous plaît, ne regardez pas que votre compte bancaire. Même en micro-entreprise, ne regardez pas que votre compte bancaire. Ça ne veut rien dire. Parce que le compte bancaire, il vous donne votre situation de trésorerie à l'instant T0. Ce qui vous importe, c'est se projeter. Faites un petit prévisionnel de trésorerie sur 3 mois, sur 6 mois. C'est important de retracer les encaissements et les décaissements que je vais avoir. Parce qu'on peut avoir 100 000 euros sur le compte, mais si on a 3 factures de 50 000 euros, on est en déficit de 50 000 si on n'a pas d'entrée d'argent. Donc faites toujours un suivi de trésorerie, c'est le nerf de la guerre. C'est le suivi de trésorerie. Donc c'est juste un conseil que je peux vous donner. Toujours à garder sur minimum 3 mois. Au niveau, enfin, sur le salaire du dirigeant, si vous êtes vous demandez, juste vous alerter au niveau de, si vous êtes en SAS, quand vous faites une fiche de paie, il y a des obligations à faire au niveau de la DSN. Il faut faire des déclarations sociales, c'est la déclaration sociale nominative. Donc il faut faire des fiches de paie, des contrats de travail et des DSN. Donc ça, c'est important de le savoir. Et enfin, voilà, au niveau du conseil que je peux vous donner au niveau de cette conférence. Donc le statut juridique, c'est un élément important et dépend de votre activité, effectivement, sur la situation personnelle de chacun. Statistiquement, un mauvais choix peut avoir des répercussions au niveau de la protection sociale, au niveau d'une perte d'argent au niveau de l'entreprise. Et ce qui est dommage, il faudrait anticiper. Et il faudrait être vigilant sur les points suivants. Au niveau du choix, la rédaction, au niveau du choix de la société, si vous choisissez par exemple la SAS, attention à la rédaction des statuts. Il ne faut pas mettre des clauses qui alourdissent le fonctionnement de l'entreprise. C'est dommage. Donc il faut prévoir tout, mais il ne faut pas alourdir le fonctionnement de l'entreprise. Et au niveau de la micro-entreprise, si vous choisissez la micro-entreprise, attention au dépassement de seuil. Parce que si vous dépassez les seuils en micro-entreprise, vous basculez sur l'entreprise individuelle. Vous perdez le bénéfice du régime micro-entreprise. Et donc, vous allez sur l'entreprise individuelle où il n'y a pas beaucoup d'avantages. Donc, il faut anticiper cela. Aussi, au niveau de la déclaration de TVA. Donc, dès que vous dépassez les seuils, il faudra réagir. Parce que c'est dommage de s'apercevoir 6 mois après. Et là, vous allez devoir changer tous vos factures. Parce que normalement, vous facturez sans TVA. Mais quand on a l'obligation de réaliser les déclarations de TVA, il faut refaire nos factures et mettre la TVA sur nos factures. Et donc, en plus, il faudra débourser toute la TVA que vous deviez normalement encaisser de vos clients.
Ça peut coûter très cher et donc ça peut vous planter. C'est dommage. Et attention au choix simple de la micro-entreprise. Pourquoi je dis ça? Parce que si on a fait un business plan qui nous dit que voilà, on a fait une étude de marché, on a sondé quelques clients, on a fait tout ce qu'il faut pour voir si notre projet, modèle économique, il est viable. Et si on voit sur notre business plan, on fait 300 000 euros la première année, je ne vois pas pourquoi on prendrait une micro-entreprise. Si on est sûr de notre coût, il faut y aller directement sur la société. Il ne faut pas perdre son temps sur la micro-entreprise. Je sais que voilà, c'est difficile quand on commence, mais voilà, voyez plus grand. Voyez grand. Donc au niveau de la rédaction des statuts, rédaction de vos obligations comptables, donc faites-vous aider sur ça. Ne faites pas, voilà, je prends un logiciel, je fais moi dans mon coin, ça vous fait perdre de l'argent et du temps. Donc il vaut mieux être aidé là-dessus. Je terminerai avec 2 conseils. On vient de voir qu'il y a beaucoup de critères. Les critères sont nombreux pour le choix de la forme juridique de son entreprise. Et les textes évoluent constamment. Donc c'est pourquoi il est indispensable de se faire aider par des experts qui maîtrisent les aspects comptables, juridiques, fiscaux. Ils sauront détecter vos éléments clés au niveau de votre situation personnelle et au niveau de votre projet. Donc ça, c'est le premier conseil. Faites-vous aider là-dessus. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur du choix du statut juridique dans un premier temps. Rien n'est définitif. On peut toujours changer le statut qu'on va adopter. Certes, c'est coûteux, mais il faut dédramatiser, c'est ce que je veux dire. Et il ne faut pas se dire, voilà, je vais me planter sur le choix la première fois. Ce n'est pas grave. On peut tout changer et on pourra faire évoluer votre statut pour l'adapter à votre situation personnelle. Moi, je pourrais dire même un troisième conseil, c'est ne faites pas comme les autres. Regardez votre situation personnelle. Ça peut changer de bout en bout. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas la même situation que notre voisin. Il faut voir notre situation personnelle et nos objectifs. Et donc le statut il pourra être complètement différent. Donc c'est pas parce que voilà, on voit quelqu'un qui a créé une SASU, je vais faire pareil. Donc il faut voir nos propres besoins et notre situation personnelle. Voilà, maintenant on a terminé, je pense qu'on est dans les temps. Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il ne faut pas oublier qu'on on a un stand qui est au D24 au niveau du salon. Donc on pourra même vous faire bénéficier d'une simulation gratuite de votre statut juridique. On vous offre, même sur au niveau du salon, on vous offre la création si vous passez en société. Donc c'est-à-dire qu'on va choisir la forme juridique qui est adaptée à votre situation. Et on va faire même la rédaction des statuts jusqu'à l'obtention du CABIS qui est la pièce d'identité de l'entreprise. Et cela gratuitement. Gratuitement, bien évidemment, il y a une contrepartie. C'est normal. La contrepartie, c'est qu'on vous accompagne sur le fonctionnement de la comptabilité de votre entreprise. Notre spécialité, c'est de vous aider dans la comptabilité et vous faire gagner du temps et de l'argent. Donc n'hésitez pas, c'est les 50 premiers inscrits. Je pense qu'on est une vingtaine déjà depuis hier. Donc voilà, n'hésitez pas. Et là, peut-être si vous avez des questions, on est à vos dispositions. Je suis là. Il y a nos équipes qui sont là. Il y a Yacine, Oussama et Mohamed qui sont là-bas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci encore. Je ne sais pas si j'ai fait mieux que la ministre. Je ne sais pas. Ça va? Top. Je peux pas refaire la conférence, malheureusement. Juste le slide? D'accord, pas de souci. Je reviens. Est-ce que quelqu'un a une question? Ok. Oui, bonjour. Quel est le taux de charge sociale sur les SAS? C'est-à-dire, pour avoir 1 000 euros de salaire net Oui. de charge perso même. Net, ça veut dire dans votre poche, 1 000 euros. Voilà, 1 000 euros net. Ok. Avant impôt sur le revenu, combien je dois verser Vous êtes présidente de la SAS? Oui, je suis présidente de la SAS.
Yacine, tu pourras répondre ça. Hein. C'est une responsable du pôle social chez nous. Hein. Voilà, exactement. C'est 2 000 euros. Ça... Ah oui. Au Pôle emploi. Tous ceux qui vont bénéficier du Pôle emploi par la suite. Mais moi, j'avais entendu, excusez-moi, je pose la question parce que j'avais entendu ou un taux de 75%, donc 1750, ou 82%, et je me demandais pourquoi il y avait cette différence. C'est au niveau du net, je pense que vous parlez, parce que quand ils vous ont annoncé les pourcentages, peut-être en brut ou en net. Si vous parlez de net, par exemple 1 000 euros, ça va coûter 2 000 euros à la société, ça veut dire 1 000 euros pour vous et 1 000 euros pour l'État. D'accord. Et après, donc c'est pour ça qu'on a parlé que c'était élevé. Et après, on paye son impôt sur le revenu. Ah oui, voilà. Exactement. Donc ça... Il ne reste plus beaucoup. Il reste plus beaucoup, effectivement. Il reste 1 000 euros. C'est pas moi. Qui veut en premier? Bonjour. Vous avez dit que le passage d'un statut à un autre était coûteux. Si l'on crée une micro-entreprise pour démarrer, avec une perspective de levée de fonds, mais sans certitude, est-ce que vraiment ce passage de la micro-entreprise à une SAS, par exemple, est réellement coûteux, ou on peut commencer comme ça sans que ça soit très peu judicieux, quoi? En fait, il est pas... En fait, il y a pas de... C'est pas coûteux de passer en micro à SAS, c'est que juste on crée une société. Donc, en fait, vous allez fermer votre micro-entreprise et vous allez créer une nouvelle structure. Donc, c'est les formalités de création, c'est ça qui va où. Voilà. Il faut compter, je sais pas, j'ai pas les frais en tête, ça coûte combien dans les... À part celui qui va vous faire la création, nous, on vous offre pendant le salon la création, toute la formalité de création. Il vous reste à payer le frais d'annonce légale et les frais de greffe du tribunal de commerce. Donc, il faut compter dans les 300 euros, mais un petit peu moins. Ça dépend combien on va rédiger sur l'annonce légale. Si vous avez une activité qui est courte, par exemple, achat de vente de voitures, bon, ça coûte moins cher au niveau de l'annonce légale parce que c'est un journal. Si vous mettez je vends ça, je vends ça, je vends ça, je vends ça, ça vous coûte plus cher au niveau de l'annonce légale. Mais généralement, il faut compter dans les 300 euros, je pense. Donc c'est ça, en fait, c'est pas coûteux. Ce qui est coûteux, c'est vraiment, par exemple, de passer de SARL à SAS. Là, on change la forme juridique. Et pourquoi c'est plus coûteux de ce sens-là, SARL à SAS? Parce qu'il y a un commissaire à la transformation. Donc c'est quelqu'un extérieur qui va vous faire un certificat comme quand on peut passer de SARL à SAS. Ça coûte, déjà, lui, ça coûte 1 500 euros. On est aussi commissaire au compte, mais on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas être expert comptable et commissaire au compte. Mais si on passe de SAS à SARL, on n'a pas besoin du commissaire à la transformation. Donc ça dépend de la situation. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien, merci. Je vous en prie. Du coup, moi, ma question, elle porte sur le portage salarial. Je sais que vous m'en avez pas parlé, mais c'est vrai que par rapport à ce que l'on disait pour la SAS, par rapport aux charges, je voudrais savoir quand on peut le constituer, enfin, ce portage salarial. Est-ce que c'est pour la SAS, enfin pour la SARL, la micro? Le portage salarial, je ne sais pas si tout le monde comprend c'est quoi le portage salarial. Ça veut dire que au lieu de facturer, si je peux me permettre, au lieu de facturer mon propre client, c'est que je suis porté par une société qui va elle-même facturer mes prestations. Et moi, je suis salarié dans l'entreprise. D'accord? Donc, vous n'êtes pas indépendant quand vous êtes en portage salarial. Vous êtes salarié de la société de portage. Vous êtes porté par une société. Donc, vous n'avez pas de structure. D'accord. Donc, c'est-à-dire que même si je crée la SAS ou une SARL à côté, ça me demandera quand même les 80% alors que j'aurais fait le portage sur la SAS. En portage salarial, non, vous n'êtes pas dirigeante en fait, ça coûte moins cher au niveau des cotisations sociales. Vous n'êtes pas présidente de la société, vous êtes salarié chez la société de portage. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Non, je pensais que je pouvais créer par exemple une SAS et à côté oui, vous pouvez faire les deux. Oui, non, mais c'est cumulé. Vous pouvez avoir les deux activités, vous êtes porté par une société et en même temps vous avez votre propre SAS. Mais si vous rémunérez sur la SAS que vous avez, vous allez payer les taux de cotisation, c'est pareil. D'accord.
C'était pour compléter cette question. Merci. Puisqu'elle nous emmène à des comparaisons. Oui. Qu'est-ce qui est mieux, comment dire, une micro-entreprise ou un portage salarial pour des activités qui s'y prêtent? C'est pas du tout pareil. Eh non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que micro-entreprise, voilà, on est sur un statut qui est limité en chiffre d'affaires. Donc, si on veut se développer par la suite, on peut changer le statut. Mais portage salarié, ça nous permet d'avoir une couverture au niveau de l'assurance chômage. C'est, par exemple, je vais être salarié chez eux. Je vais me décaler un peu parce qu'il y a la lumière. Je suis porté par une société de portage pendant 2 ans. J'arrête mon contrat avec eux et donc là, je peux prétendre au Pôle emploi. Donc ça, c'est l'avantage par rapport à la micro-entreprise. Micro-entreprise, même si je travaille pendant 5 ans, je ne suis pas couvert au niveau de l'assurance chômage si je ferme mon micro-entreprise. Donc je ne peux pas comparer les deux. C'est un peu compliqué. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure, vous ouvrez une SASU ou une SARL, vous fermez la micro-entreprise. Est-ce que c'est une obligation de la fermer? Est-ce qu'elles peuvent cohabiter? Si on fait la même activité, ça n'a pas d'intérêt? Pas d'intérêt. Mais même vous serez en tort au niveau, on va dire, pouvez être poursuivi parce qu'en fait, c'est plus avantageux d'être en micro au niveau des taux de cotisation sociale et au niveau de l'imposition. Donc, si on fait la même activité, il peut l'URSSAF toquer chez nous pour dire voilà, c'est un manque à gagner pour l'URSSAF et du coup, ils peuvent vous redresser là-dessus. Donc, ce que je comprends bien, c'est qu'impossible de facturer une partie du business annuel sur la micro. Ça serait très simple. D'accord, non, c'est une question. Merci. C'est l'abus de droit. Ouais. Je ne vais pas utiliser les gros mots, mais il est trop carré. C'est un expert comptable. Donc, Pour rebondir, est-ce que c'est possible de cumuler micro-entreprise et portage salarial, ce qui permettrait de... Je pense qu'il faudra demander à... Moi, je connais un très bon cabinet, Calitalent. Je ne vais pas leur faire la pub. Mais c'est un copain. Donc, il a créé son cabinet depuis 5 ans, je pense. Donc, il pourra vous renseigner là-dessus. Merci. Il s'appelle Maxence. Voilà. Je ne suis pas spécialiste du portage salarial, malheureusement. Ouais, c'est faisable, je pense. Ouais, c'est faisable. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Je suis développeur d'affaires international, donc je suis payé par des commissions, mais en parallèle, je suis sur le point de créer une société qui fera du commerce. Alors, je voulais savoir quel est le meilleur statut juridique. Est-ce que je peux fusionner les deux dans une même société ou il faut garder 2 sociétés différentes? Donc, vous avez une société qui travaille à l'international et vous voulez créer une nouvelle activité d'e-commerce. Oui. La première activité, c'est quoi? En fait, je suis du consulting. Oui, du consulting. Oui, je suis développeur d'affaires, j'apporte des affaires. Moi, je ne vous conseille pas d'avoir la même. En fait, c'est pas la même activité. Voilà. C'est faisable, mais c'est mieux d'avoir deux structures qui gèrent complètement. Voilà, vous êtes en apporteur d'affaires. Ça dépend de l'e-commerce. Je ne sais pas ce que vous vendez. On peut avoir des taux TVA qui sont complètement différents. Oui. Donc moi, je vous conseillerais d'avoir 2 structures, une qui travaille vraiment sur l'apporteur d'affaires. Vous pouvez avoir une micro-entreprise en apporteur d'affaires. Si vous ne dépassez pas les seuils, ça peut être intéressant. Par contre, au niveau de l'autre structure e-commerce, ça dépend, est-ce que vous allez dépasser les seuils ou pas. Vous allez avoir... D'accord. Voilà. Et dernière question, est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint de votre présentation? Il faut venir à un autre stand pour flasher un QR code. Okay. Comme ça, vous prenez, on peut le télécharger, il n'y a pas de souci. Merci. Oui, il y avait madame qui... Moi, je voulais juste savoir si on peut cumuler des micro-entreprises, en fait. Par exemple, c'est des micro-entreprises, mais c'est des secteurs différents. Est-ce qu'on peut cumuler ou on peut... Yacine, on peut cumuler des micro-entreprises? Je ne pense pas. Ouais, vous avez un seul sirène. Voilà, parce que la micro-entreprise, vous êtes un...
Oui, mais vu que si c'est des secteurs... Parce que c'est attaché à la personne. On ne peut pas avoir une personne qui a plusieurs... En fait, la micro-entreprise, c'est vous. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, la limite des chiffres d'affaires, ça reste la même. Ah oui, oui, ça, oui, sinon ça aurait été simple. Deux activités, une boulangerie et puis une autre vente de voitures, ça sera pour tout l'ensemble. Vous devez déclarer tout l'ensemble. Sauf si on a un service plus de la vente. Oui, bien sûr. Ça dépend après sur les seuils, voilà, achat-vente et prestation de service. Oui, 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 on peut avoir les deux, effectivement. Ça peut être si on a une négoce ou la prestation de service, on cumule les deux seuils. Sinon, juste à une autre question, j'en profite pour rajouter pour les questions de l'e-commerce des messieurs tout à l'heure. Les statuts juridiques d'un e-commerce, c'est quoi ça... Le statut e-commerce. Ouais. E-commerce, c'est le commerce sur Internet. Oui, mais Donc, c'est qu'on vend des choses, des articles ou des choses sur Internet. Oui, mais justement, c'est quel type de statut, en fait? En fonction des seuils, en fonction des objectifs, en fonction de... Ah. Voilà, on peut choisir la SAS, la micro, l'entreprise individuelle, c'est pareil. Merci. Je vous en prie. Il en reste encore... on va... Oui, il n'y a pas de souci. Je regarde juste le timing. On a encore 5 minutes, il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez encore des questions. Merci. Question très rapide sur le plafond annuel de chiffre d'affaires sur la slide. Ça inclut la TVA qu'on a facturée. Quand il y a 72 600, si on a facturé la TVA, c'est inclus dans les... Ah oui, oui. C'est inclus. Oui, bien sûr. Oui, oui. D'accord. Dès que, inclus dans les 72 600, on a les 34 400. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est à partir du moment où on a facturé avec c'est de la indépendamment. TVA. On ne retire pas la TVA pour calculer le plafond annuel du chiffre d'affaires. Ouais, c'est TTC, ouais. D'accord. Merci. J'ai pas bien entendu parce que là vous dites, excusez-moi, c'est juste pour vérifier ce point-là. Comment dire, c'est que la TVA elle sera prise en compte au-delà de 34 400 pour l'ensemble des activités, c'est ce que vous voulez dire. Mais en deçà de 34 400, on ne prend pas en compte la TVA puisqu'il n'y en a pas. C'est ça. Voilà. Attention, c'est-à-dire que la première année, vous créez votre entreprise. Janvier, février, arrivé en septembre, vous voyez que ça y est, vous êtes à 35 000 euros. Ça y est, vous dépassez. Donc Ouais. là, dès ce mois-ci, à partir du 1er euro. vous commencez à payer la TVA. Mais arrivé en décembre, on ne repart pas à zéro. Au 1er janvier de la nouvelle année, vous repayez la TVA. Parce que l'État estime que vous allez toujours dépasser le seuil de 34 000. Oui, précision importante. Ça y est, vous êtes rentré là, vous êtes dépassé à 35 000 euros. Vous partez dans la... Si vous rentrez dans les régimes dans la- de déclarer TVA, dans la machine à- voilà, jusqu'à la La fin. lessiveuse. C'est ça, la lessiveuse. Un petit conseil, celui qui se lance dans ce projet-là, qui n'est pas sûr, vaut mieux commencer en franchise de TVA. Vous ne la payez pas, vous allez économiser 9 mois. Mais arrivé au 9e, au 9 mois, vous économisez le temps que vous arrivez aux 35 000 euros. Et après, bon, bah, ça y est, vous payez la TVA, mais pour tout le temps. Est-ce que... Non, au 1er janvier, on repart à zéro. Mais comme vous avez dépassé l'État, vous avez déjà dépassé 35 000. Vous continuez sur le même régime. La TVA n'est pas due à partir de 35 000 euros. C'est un seuil. Donc si vous avez déjà, l'année précédente, dépassé le seuil, elle estimera que l'année, par exemple l'année 2023, vous allez dépasser le seuil, donc vous payez les premiers euros. Vous payerez toujours la TVA. Et après, l'année d'après, si vous avez estimé de faire, si l'État a vu que vous avez fait moins de 35 000 euros, vous pouvez refaire une lettre d'option à demander à être à la franchise de TVA, à être en dessous. Elle aura l'année à dire oui, effectivement, l'année dernière, vous avez fait moins de 35 000 euros, vous avez le droit d'être à la TVA. Oui, faire l'année civile. Est-ce qu'on va terminer par une question ou deux? Après, bien évidemment, vous pouvez venir à notre stand pour avoir des informations. Nos experts, ils sont là pour vous répondre à vos questions. OK. Bonjour. Bonjour. Dans le cadre d'une activité achat-vente, une activité qui dépasse les 36 500 euros, Si on est à achat-vente, on n'est pas sur 34 000. Ok. On est sur 85 800. En termes de D'accord. TVA? non, au niveau du statut juridique, est-ce qu'il y a une préférence peut-être qui... pour En fait, le statut juridique, ça ne dépend pas de l'activité, forcément. Sauf des cas spécifiques, comme le débit de tabac, par exemple. D'accord. D'accord? Mais si vous êtes de l'achat-revente, ça dépendra... Enfin, ce n'est pas l'activité qui va nous donner le statut juridique.
C'est vraiment nos objectifs et comment on veut être imposé. C'est quoi la protection sociale qu'on veut avoir et tout ça, ce que j'ai expliqué sur la conférence. Très bien. Donc, je ne peux pas vous dire quel statut choisir. Il faudra voir votre situation personnelle et les objectifs que vous voulez avoir. Ok, super. Merci beaucoup. C'est complètement différent. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais, il y a quelqu'un au fond aussi. Bonjour. Je veux savoir si, comment je veux dire, avec auto-entreprise, est-ce qu'on a le droit à la cotisation pour le Pôle emploi? Par exemple, si on n'a pas d'activité durant 2-3 mois. Non. Micro-entreprise, auto-entrepreneur? Non. D'accord. Même en société, chef d'entreprise, si vous oubliez Pôle emploi. D'accord. On peut l'avoir au début, quand on était salarié, on peut cumuler avec une création d'entreprise, que ce soit un micro ou autre. Okay. Mais quand on est après dirigeant, il faut bosser. Merci. Il faut bosser. Allez, dernière question. Allez, dernière question. Si vous permettez, je vais faire une vidéo à la fin, juste pour nos réseaux sociaux. Ça serait cool de votre part de faire juste bonjour, moi j'avais une question concernant les sociétés et la TVA, oui. parce qu'on a beaucoup parlé de TVA et des micro-entreprises. Oui. Mais du coup, pour les sociétés, ça se passe comment? On voit pas du tout cette TVA, c'est à part ou est-ce qu'il y a des seuils pareils? Non, il y a des seuils. On peut être en franchise en base aussi, comme la micro-entreprise. On peut opter pour ce régime-là. Donc ça veut dire qu'on peut avoir, comme en micro-entreprise, on peut avoir ces seuils-là. D'accord? Donc à partir de ce montant-là, on commence à déclarer la TVA comme pour la micro-entreprise. D'accord? Mais sauf que quand on parle de société, généralement, on a dépassé ces seuils. C'est pour ça qu'on ne l'aborde pas souvent. Mais on a ce régime-là qui existe, la franchise en base. C'est le même régime. Et quand on est en société, généralement, vous avez un expert comptable. Vous avez un bon expert comptable, comme Moui Expert, par exemple, qui fait vos déclarations de TVA et vous conseille sur comment optimiser. D'accord? Donc, on a terminé les questions. Merci. Je vais faire juste une vidéo, dire voilà, on est en direct du salon, et si vous pouvez juste faire un petit... Ce serait cool. Voilà, on est en direct du salon SME, la conférence. Merci beaucoup. Merci à tous. Génial. Merci. À bientôt. Merci à tous. Merci, vous avez joué le jeu, c'est cool.